Good morning, everyone. I know many of you have seen reports about my mom. I want to let you know that I've spoken with her and she's doing just fine. I'm thankful to everyone who's reached out and want to also thank the first responders who were there doing an extraordinary job. This morning, our thoughts go out to those of you who live in Fort McMurray as you deal with spring flooding. Minister Blair has spoken with Mayor Scott about the situation, and we stand ready to help. To all the first responders and volunteers out there placing sandbags, including around the hospital, thank you. Across the country, there are other communities dealing with flooding right now too. So to everyone, continue listening to officials as they work to keep you and your family safe. This comes during what's already a tough time, but I know Canadians will continue to work together. Shortly, I'll join members of Parliament from across the country for a virtual meeting of the House of Commons. Despite the challenges of this pandemic, our democratic institutions are innovating and finding ways to keep serving people. Parliamentarians are working together with the same goal, supporting Canadians and keeping our country strong. As part of this sitting, at noon, Minister Hajdu will provide an update on the new COVID-19 modelling, and Dr. Tam will also do the same. Based on the best data available, this is an updated picture of where we think we are right now and where we think things will go from here. They'll provide more details, but here's the bottom line. The measures we've taken so far are working. In fact, in many parts of the country, the curve has flattened, but we're not out of the woods yet. We're in the middle of the most serious public health emergency Canada has ever seen, and if we lift measures too quickly, we might lose the progress we've made. So we all need to be very careful for ourselves and especially for the most vulnerable, like our parents, grandparents, and elders in long-term care facilities. Earlier this month, when we released the first modelling, I said that the path ahead was up to us. And the same holds true today. How many new cases there are, how many losses we have to mourn, whether our hospitals can continue to cope. It's all up to all of us. You've already stepped up to help your family, friends, neighbours, and frontline care workers stay safe. And your governments across the country are stepping up as well. We're a big country and we don't always agree on everything. But right now, the premiers and the federal government are working together to fight this crisis. We need common guidelines to make sure that the decisions being taken across the country are grounded in a shared understanding and appreciation of what science and experts are telling us. Shortly, we'll be releasing the shared principles on restarting the economy agreed to by the federal, provincial, and territorial governments. Let me be clear. These are not the specific measures when you can go back to work or school or when you can see your neighbors or extended family or friends. This framework will lay out the things that need to happen before we take any next steps. Restarting our economy will be gradual and careful and will be guided by science. Here's what the guidelines mean for you. Controlling transmission is key. You already know that if your neighborhood doesn't have new cases, if your province is flattening the curve, this is a good sign for being able to slowly look at lifting some restrictions. So we need to know where things stand. To reopen the economy, there must be enough capacity to test and trace COVID-19 to control any new spread. For you, that means knowing that you'll be safe at work when you go back. You'll see lots more testing, and if someone around you does test positive, you'll be notified quickly so you can isolate. At work, there will also need to be specific measures and more equipment to keep you safe. And for hospitals, we need to make sure they can continue to cope not just for COVID-19 patients, but for everyone who needs care. And for certain groups who are very vulnerable, like seniors and those in long-term care facilities, strong measures will have to be in place for longer. This virus is taking a different toll on different people. We must be mindful of that. Whether you're facing domestic violence, or living in a remote community, or a long-term care facility, we're working on the front lines. We're here for you. Our priority is keeping all Canadians safe while getting back to normal as much as we can. Aujourd'hui,
on publie les dernières prévisions sur l'évolution de la COVID-19. Dans bien des régions du pays, le virus a ralenti sa progression, mais on n'est pas sorti du bois. On fait face à l'une des crises de santé publique les plus graves de l'histoire de notre pays. Et si on lève les restrictions trop vite, on pourrait perdre tous les progrès qu'on a réalisés. Même si les tendances nous encouragent, on doit rester prudent. Et à certains endroits, surtout dans les CHSLD, on va encore devoir faire plus. Mais comme je l'ai dit déjà, chacun d'entre nous décidera la suite des choses. Combien de nouveaux cas on va avoir? Combien de familles seront dans le deuil? Est-ce que notre système de santé va tenir le coup? Tout ça, ça dépend de nous tous. La bonne nouvelle, c'est que les gens posent les bons gestes pour se protéger les uns les autres. Mais il faut continuer. Continuez de rester chez vous. Faites l'épicerie une fois par semaine ou moins. Gardez une distance de 2 mètres avec les autres et suivez les directives de santé publique. D'ici peu, on va partager l'ensemble de principes communs concernant la relance de l'économie sur lesquels le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux se sont entendus. Ces principes établissent les conditions qui doivent être en place avant qu'on puisse commencer à lever les restrictions. Par exemple, les capacités en matière de dépistage et de suivi de la COVID-19 doivent être suffisantes pour nous permettre de contrôler la propagation. Et c'est pourquoi on intensifie le dépistage et on met en place les outils nécessaires le plus rapidement possible. Il doit y avoir des mesures spécifiques et du nouvel équipement pour vous protéger au travail. Et pour certains groupes particulièrement vulnérables, comme les aînés et ceux qui résident dans des établissements de soins de longue durée, des mesures plus rigoureuses vont devoir rester en vigueur plus longtemps. Notre priorité, c'est d'assurer la sécurité des Canadiens pendant que la vie commence à reprendre son cours. Today, I also want to provide an update on personal protective equipment, which, along with physical distancing, is key to keeping people safe. Every few days, we receive new deliveries of vital supplies for our frontline workers. This week, we'll be shipping over 6 million surgical masks to the provinces and territories. More than 100,000 face shields that we ordered from Bauer and Toronto Stamp are also ready and will be shipped out soon, with more on the way. Everyone deserves to be safe on the job. Indeed, on this National Day of Mourning, we remember those who died, were injured, or fell ill because of their work. And this year, we pay tribute to the thousands of frontline workers across the country who deserve not just our thanks, but our support. Aujourd'hui, je veux aussi faire une mise à point sur l'équipement de protection individuelle qui assure la sécurité des travailleurs de première ligne. On reçoit des cargaisons et des livraisons de matériel médical plusieurs fois par semaine. Cette semaine, on va envoyer plus de 6 millions de masques chirurgicaux aux provinces et aux territoires. Plus de 100 000 visières de protection faciale qu'on a commandées de Bauer et de Toronto Stamp sont aussi prêtes et seront envoyées très bientôt. Tout le monde mérite d'être en sécurité au travail. En ce jour de deuil national, nous nous souvenons de ceux qui ont perdu la vie, qui ont été blessés ou qui sont devenus malades dans l'exercice de leurs fonctions. Et cette année, on salue nos travailleurs de première ligne à travers le pays qui méritent non seulement nos remerciements, mais aussi notre appui. Je veux aussi rappeler à tout le monde que les entreprises qui ont besoin de subventions salariales d'urgence peuvent maintenant déposer une demande. Depuis hier, plus de 44 000 entreprises ont déjà présenté leur demande en ligne. To get through this, we must work together, and we must stay united. Now, more than ever, we have to stand up against discrimination and division. There is no place for racism against Asian Canadians in our neighbourhoods. There is no place for anti-Semitism, which B'nai B'rith Canada's report found to be on the rise in our communities, because hatred of any sort has no place in Canada. Today and every day, we are stronger together. Merci. Thank you, Prime Minister. We'll now take questions on the phone. Over to you, operator. Thank you. Merci.
First question, Kate Bolongaro, Bloomberg. Line open. Hello, Prime Minister. I have a question regarding the wage subsidy. We've heard from some businesses that it will cost them more money to rehire employees they've already laid off and had to pay out holidays and severance pay to than to bring them back on board with this wage subsidy. So some of them would rather leave their former employees unserved. What is your response to this? Ideally, people will keep their connections with their workplaces so that they can know that they have a job to return to when this is over. And when the economy comes back, it will be all the quicker because Canadians will have stayed connected to their jobs. We were pleased that over 44,000 businesses have applied for the wage subsidy. But we know that there are a range of different situations across the country, and employers have had to take some very difficult decisions because of COVID-19. We've put in place measures to support the people who need support most urgently with the Canada Emergency Response Benefit and the wage subsidy. And we certainly hope that all these measures together will ensure that Canadians can continue to do what we need to do while caring for their families and come back as strongly as possible at the end. Follow-up, Kate. And now we've got a lot of personal protective equipment for the frontline workers. I'm wondering, do you expect businesses to chase PPP as well now that the reopening of the economy is beginning to be considered? And do you think there will be enough masks and gloves available for all of the businesses that will need them to be able to operate? Our priority over the past weeks has been to ensure enough personal protective equipment for our frontline workers who are doing extraordinary work to keep us all safe. But we also know that as different provinces look at starting to reopen certain sectors, certain industries, certain parts of the economy, there is going to be an increased need for personal protective equipment. That's why we continue to procure massive amounts of PPE from overseas, while at the same time watching the Canadian production come online so that we can have our domestic capacity to rely on as well. We know that having the right amounts of PPE for industries that want to reopen will be essential before they reopen, and that's why we're accelerating the rate at which we are taking in personal protective equipment. Okay. Nous savons que la priorité a toujours La priorité a toujours été d'assurer de l'équipement de protection pour nos travailleurs de première ligne, pour le système de santé, et c'est sur quoi on a travaillé extrêmement fort au cours des dernières semaines. Mais pendant qu'on regarde les prochaines étapes, l'ouverture de l'économie dans certains secteurs, nous savons qu'il va y avoir besoin de plus d'équipements de protection personnelle, et donc nous nous assurons d'accroître le débit qu'on reçoit l'équipement et on assure aussi la production canadienne pour pouvoir partager avec plus de gens l'équipement nécessaire avant qu'on commence à rouvrir l'économie. Merci. Prochaine question, moderator. Thank you. Merci. Next question, Laura Osmond, the Canadian Press. Line open. Good morning, Prime Minister. I wanted to ask you again about vaccines. If and when a vaccine does become available, do you envision it being mandatory? And have you had those discussions with the provinces and territories yet? We are still, unfortunately, a long way from having a vaccine. And just finding the vaccine is the first step. The next step will be producing the vaccines in sufficient number to inoculate everyone or almost everyone. That is something that we are preparing already. In terms of manufacturing and production capacity here in Canada, because we know that countries around the world will be producing for their own citizens first, and we need to be part of that as well. As to what sort of vaccination protocols will be in place, we still have a fair bit of time to reflect on that in order to get it right. Par rapport aux vaccinations, nous reconnaissons que on est encore loin de cela. Des pays à travers le monde sont en train de chercher un vaccin contre la COVID-19, mais même une fois qu'on l'aura trouvé, ce qui pourrait être 6 mois, qui pourrait être 1 an, il va falloir produire en quantité suffisante pour pouvoir protéger les citoyens.
Et donc, on est en train de mettre en place des capacités de production ici au Canada pour pouvoir répondre à la demande canadienne le plus rapidement possible. Quels seront les protocoles? Qui sera vacciné d'abord reste encore à décider. Nous avons encore du temps pour prendre ces décisions de la bonne façon. Follow-up, Laura? Thank you. We've heard over and over how vital a vaccine will be because you don't fully understand the immunology of this virus. So how vital will it be to make sure that as close to everyone as possible ends up getting it in the end if one does become available? We know vaccines will be extremely important. A vaccine will be extremely important to getting back to normal. There are situations and there are diseases for which vaccines have been searched for a long time. I think of HIV/AIDS, where there is still no vaccine even after decades of research into a vaccine. There are treatments to manage the spread of HIV, and there could be treatments that aren't a vaccine that could help us manage and get back to normal without a vaccine. But around vaccines, there are obviously going to be extremely important decisions around how to best get to that level of vaccination that will prevent further spread of COVID-19. There's a lot of studies done on that over the past years in terms of what threshold of the population needs to be vaccinated in order to prevent any spread of a disease, and that research will obviously inform decisions we take around the COVID-19 vaccine when it comes. Okay. Évidemment, il y a beaucoup de recherches qui se fait sur la vaccination et à quel niveau de vaccination on a besoin d'atteindre dans une population avant d'empêcher qu'une maladie se propage. Ça va informer nos choix par rapport à la vaccination éventuelle éventuelle de la COVID-19. Mais c'est toujours possible qu'on n'ait pas de vaccination éventuellement. Ça fait plus que 10 ans qu'on cherche de façon très agressive un vaccin contre le VIH et on n'en a pas encore, mais il y a des traitements qui nous permettent de gérer cette maladie beaucoup mieux que ce qu'on faisait avant. On est en train aussi de chercher des traitements qui pourraient gérer la COVID-19, même si le vaccin prend plus de temps que ce qu'on espérerait. Mais on est en train de travailler sur toutes ces différentes pistes pour faire tout ce qu'on peut pour revenir à la normale ou à une normale le plus rapidement possible. Merci. Prochaine question, Marjorie? Thank you. Merci. Prochaine question, Mélanie Marquis, La Presse. À vous. Merci. Bonjour, M. Trudeau. Concernant l'ensemble de principes communs, là, le plan national, vous avez dit que les détails seraient connus d'ici peu. Pouvez-vous dire, ça veut dire quoi? C'est une question de jour. Et sur quoi concrètement, le fédéral a un levier et le fédéral a-t-il, par exemple, est-ce qu'il a été question d'interdire les déplacements transfrontaliers, étant donné que la situation est vraiment différente d'une province à l'autre? C'est une très bonne question, Mélanie. D'abord, pour cette approche commune qu'on a mis, les principes sur lesquels on s'est entendu entre le fédéral et les provinces et territoires, on devrait le partager dans la prochaine heure. Donc, vous allez pouvoir voir. Mais comme j'ai dit, c'est pas des mesures précises, c'est des principes de base qui vont informer les mesures prises par les différents gouvernements selon leur situation. Par rapport au mouvement transfrontalier, par exemple, les provinces vont regarder leur situation, le gouvernement fédéral va regarder la situation, on va regarder les principes, on va voir quel genre de décision il faudrait qu'on prenne pour assurer la sécurité de tout le monde. C'est un processus qui va évoluer au courant des jours et des semaines où on voit évoluer la propagation du virus. Okay. This framework is one where the federal government and the provincial and territorial governments all came together to agree on principles that will underlie plans for economic recoveries. Those plans will be different from one province to the next. The specific measures put in will depend very much on the situation on the ground. But we need to be informed by a common set of criteria and measures to be in place before
we look at reopening different parts of the economy. This is something that really, really matters. And all of us will be informed by these principles as we move forward on carefully reopening the economies in gradual ways. And suivi, Melanie? Oui, maintenant, selon un sondage, M. Trudeau, il y a 60% des Canadiens qui croient qu'un éventuel vaccin contre la COVID-19 devrait être obligatoire. Où vous situez-vous sur cet enjeu? Comme je dis, on est encore très, très loin d'un moment où on va pouvoir prendre ces décisions-là ou devoir prendre ces décisions-là. Un vaccin, c'est pas pour demain. Il y a encore beaucoup d'études à faire sur la nature de la COVID-19, comment on va pouvoir protéger la population. On sait que par rapport à d'autres vaccins, on parle d'un niveau de peut-être 80% d'immunité ou d'immunisation pour pouvoir empêcher la propagation d'une maladie quelconque. On ne sait pas si c'est le même niveau pour la COVID-19. Ça va être informé par la recherche, la science qu'on est en train de faire, y compris par le groupe de travail contre la COVID-19 qu'on a établi, qui va faire son travail à partir de Montréal, mais pour le pays au complet, qui va informer nos décisions sur quelles seront les prochaines étapes à prendre. Thank you. Next question, operator. Thank you. Merci. Prochaine question, Benjamin Vachet, TFO. À vous. Oui, bonjour Monsieur Trudeau. Santé Canada hier a décidé de lever certaines restrictions d'affichage sur le bilinguisme pour les produits nettoyants. On sait que ça a été une mesure qui a été prise aussi pour les produits désinfectants un peu plus tôt dans la pandémie. Le commissaire aux langues officielles du Canada la semaine dernière disait que c'était risqué justement et que c'était une question de sécurité. Pourquoi alors avoir pris cette décision et pourquoi on ne pourrait pas coller notamment des étiquettes temporaires sur les produits qui viennent des États-Unis par exemple? Effectivement, on veut absolument que pour question de sécurité du consommateur, les produits soient étiquetés dans les deux langues officielles. Mais dans une situation extrême comme dans laquelle on est maintenant, on reconnaît qu'il faut équilibrer différentes vulnérabilités et dans certaines situations, on est prêt à permettre un affichage ou un étiquetage unilingue, mais on s'attend à ce que les compagnies travaillent très fort pour essayer de rectifier cette situation. C'est pas quelque chose qui devrait être accepté au Canada et c'est vraiment juste la situation extrême dans laquelle on se trouve où on a choisi de le permettre, mais on préférerait que ça ne se passe pas parce que cette dualité linguistique n'est pas juste une question d'identité canadienne, c'est aussi une question de sécurité pour les consommateurs. Est-ce que ça veut dire, M. Trudeau, qu'il faut s'attendre à d'autres exemptions dans les semaines à venir? Est-ce que c'est la solution? On espère qu'on n'aura pas à faire d'autres exemptions. On espère qu'on va trouver des moyens d'afficher des étiquettes en français et en anglais sur tous les produits selon nécessaire. Mais on est dans une situation où la main-d'œuvre et la capacité logistique n'est pas toujours présente dans nos compagnies, dans nos importations. C'est pour ça qu'on s'est dit que dans certains cas, c'était mieux de s'assurer que les produits arrivent et on essaye d'assurer quand même la sécurité des consommateurs. Prime Minister Janet Silver, Global News. I want to start with the situation in Alberta. First, we have the COVID-19 outbreak of the meatpacking facility there, and now the flooding in Fort Mac. And you said in your opening remarks that your government is ready to help. I'm just wondering, will the military be brought in to help in that situation? Public Safety Minister Bill Blair has already been in direct contact with Mayor Scott in Fort McMurray and spoken with his counterparts in the Alberta government. On the agriculture side, we've been engaged with the CFIB and with the relevant ministers in Alberta. We stand ready to help in any ways we can. And as in regards to military support, we're there for military support if we receive a request from the province. Nous allons être là pour aider les provinces dans les différentes situations auxquelles ils font face. Pour une intervention militaire, ce qu'on est tout à fait ouvert à faire, il faut qu'on ait une demande de la province. And sir, earlier you said to reopen the economy,
there must be enough capacity to test and trace COVID-19 to control any new spread. Dr. David Naylor of the COVID-19 Immunity Task Force says he's really concerned about testing and tracing capacity. So I'm wondering, how is your government planning to address those concerns as provinces reopen? We know we need to do much more testing. We know that testing is an important part of careful reopening of the economy, and that's why we are increasing our capacity. Yesterday, there were 26,000 tests, which is a new high, and we're continuing to increase the testing capacity with various things like more procurement of necessary swabs and domestic production, with production of the reagent, which is the chemical necessary to analyze the tests, done in New Brunswick right now to a quantity and a scale that is going to allow for larger scale testing across the country. There are many things that the federal government can do to support the testing protocols and capacities in the provinces, and we all need to improve on that if we're going to get to a place where we can open up carefully. Le dépistage à l'échelle massif va être un élément important de la rouverture de l'économie. C'est pour ça que le gouvernement fédéral est en train de travailler avec les provinces pour augmenter leur capacité. On a vu plus de tests hier qu'avant, avec 26 000 tests à travers le pays. Nous devons en faire plus. Nous sommes en train de commander plus d'équipements de dépistage. On est en train de créer les produits chimiques nécessaires au Nouveau-Brunswick, d'ailleurs, pour que le pays au complet puisse faire plus de dépistage. Nous savons que c'est quelque chose que nous devons faire avant vraiment de commencer à rouvrir l'économie. Bonjour, Philippe Vincent Foisy de Radio-Canada. Une question plutôt concrète. Ça va prendre combien de tests avant qu'on rouvre l'économie? Ça va prendre, vous parlez de mesures qui vont être annoncées, des principes de base, mais concrètement, ces principes-là, c'est quoi? On va avoir combien de tests? On va avoir quelles autres mesures qui vont être en place pour s'assurer que ça fonctionne bien? Si vous pouvez être le plus concret possible. Le plus concret possible, ce serait de demander dans quelle région parlez-vous, Philippe Vincent? Au pays. Il faut ouvrir le pays. Aidez-nous à... Ce qu'on a maintenant, c'est une série de pandémies à travers le pays avec des situations extrêmement différentes. À l'île du Prince-Édouard, il y avait au plus une vingtaine de cas de COVID-19. En Ontario, au Québec, on sait que les chiffres sont plus hauts que ça. Nous avons une réalité extrêmement différente à travers le pays. On a des contextes différents d'une ville à l'autre aussi. Alors, nous, l'important, c'est de permettre aux provinces de faire le niveau de dépistage nécessaire dans chaque région, dans chaque communauté, pour répondre aux besoins et aux vulnérabilités sur le terrain. Il pourrait y avoir des communautés où ils décident de tester tout le monde. Il pourrait y avoir des endroits de travail où ils veulent tester 50% des gens. Il y a des différents protocoles. Nous, notre responsabilité en tant que gouvernement fédéral, c'est d'assurer une capacité énormément accrue pour que les provinces puissent faire le niveau de dépistage qui leur semble nécessaire pour le moment et l'endroit qu'ils regardent en un moment particulier. On n'est pas capable de dire exactement demain, là, on va en avoir besoin. C'est une réflexion qui est continue. Et nous, notre responsabilité, c'est d'être là pour les provinces pour qu'ils puissent faire le nombre nécessaire de tests. Deux petites questions sur les provinces. Est-ce que dans vos modèles, vous prenez en compte la réouverture des écoles au Québec, par exemple, de l'économie en Ontario? Puis est-ce que le Nouveau-Brunswick a le droit de dire non aux travailleurs étrangers temporaires, on n'en veut pas? Les différentes provinces vont avoir des approches différentes et notre modèle pan-canadien, évidemment, essaye de tenir compte de ces différentes réalités, mais ne sera tout simplement qu'un aperçu du pays au complet quand la réalité, c'est que la situation diffère énormément d'une place à l'autre à travers le pays. Et par rapport aux différentes mesures que les provinces vont prendre, les provinces vont faire les choix dans leur champ de compétences qu'ils trouvent qui sont les meilleurs pour leurs citoyens. Guillaume Saint-Pierre, Journal de Montréal. Bonjour, M. Trudeau. Juste revenir sur la décision de Santé Canada. Il y a plusieurs francophones quand même qui s'en offusquent énormément. Il y a le sénateur Cormier qui a dit qu'il n'y a rien qui justifie le fait qu'on bafoue des droits linguistiques.
Qu'est-ce qui justifie et qu'est-ce que vous leur répondez? On est dans une situation sans précédent où l'accès à des produits comme du produit nettoyant pour les mains, par exemple, est devenu essentiel, une partie essentielle de ce que les Canadiens doivent faire pour se garder en sécurité. Il a fallu qu'on prennent des décisions qui seraient absolument inacceptables dans d'autres moments pour dire que dans certains cas, on pourrait permettre à ce que ce produit soit partagé avec de l'étiquetage unilingue, mais on comprend que c'est loin d'être idéal, ni pour l'identité de notre pays, ni pour la sécurité des consommateurs. Alors, on espère que ce ne sera pas fait beaucoup et que les gens sont en train de chercher des façons de ne pas avoir à utiliser seulement des étiquettes unilingues. Hello, Prime Minister. Tom Perry with CBC. I'd like to ask you about Quebec's move to reopen its elementary schools and daycares. I know it's a provincial decision, but I'd like to ask you as a parent, if you'd be concerned about sending your kids back to school so early, and as a former teacher, do you have any concerns about the teachers who are going to be called back to the classroom? I think many people want to see the economy reopening and getting back to a semblance of normality in the coming weeks. It is natural that after a long time in isolation, we would want to see things move back towards normal. At the same time, we know we have to be very, very careful. And there are plans and there are hopes that we're going to be able to see certain parts of the country take steps, including Quebec, around elementary schools. But we're not there yet. Those projections are for a few weeks off, and one hopes that the trend lines will bring us to a place where we'll be able to see that happen. And at that moment, as the Premier said, parents will be able to make their own decisions about what is best for their students and for their kids. Okay. Je pense que nous voulons tous voir des solutions dans le court terme, une rouverture, un retour vers la normale le plus rapidement possible. Mais nous savons que ça va être encore un bon bout de temps. Même avec des plans pour agir dans plusieurs semaines, il va falloir voir si effectivement le contexte actuel qui sera en ce moment-là sur le terrain permettra de prendre ces décisions-là. Et à ce moment-là, les parents, les écoles vont pouvoir faire leur choix par rapport à quoi faire pour garder les enfants et leurs parents et grands-parents en sécurité. Prime Minister Kevin Gallagher with CTV National News. I just want to follow up there because it was a question about what you would do if you were a parent. Have you given that some thought? In 2 weeks, would you send your kids back to school if you were in Quebec? I would look at what the situation looked like in 2 weeks. We know every single week we see changes in how we're doing, on where there are outbreaks, on equipment and supports available. I'd want to know what the school was planning on doing, whether the desks were going to be properly spaced, whether there would be plans at recess in terms of keeping people separated. These are all details that need to be worked out to the satisfaction not just of governments, but of the school boards, of teachers, of everyone who works in the schools, and especially of kids and their parents and grandparents. En tant que parent, quand je vais prendre des décisions pour mes enfants, je vais vouloir savoir quelles sont les mesures en place. Est-ce qu'il va y avoir moins d'étudiants par classe? Est-ce que les bureaux vont être plus espacés? Est-ce que dans la cour de récré, il va y avoir des règles qui vont garder les enfants à distance les uns des autres? Est-ce qu'on est en train de tout faire pour garder les professeurs et ceux qui travaillent à l'école en sécurité? Est-ce qu'on a mis des mesures en place pour répondre s'il y a des problèmes? Toutes sortes de questions auxquelles il va falloir qu'on trouve des réponses avant de pouvoir prendre des décisions par rapport à la rouverture. Et c'est exactement ce que je m'attends à ce que tous les paliers de gouvernement et tous les parents et tous les institutions se posent avant de commencer à desserrer les restrictions. You talked a lot today about the framework that you've discussed with the premiers and the modeling numbers that are coming out today. There is another brewing healthcare crisis as well because of all the
the elective surgeries, right? So people that are perhaps waiting for important cancer surgery now are very uncertain as to when that could happen. So when you're discussing this with the provinces, you're looking at the modeling numbers. What benchmarks are there to start to reopen those type of important medical procedures that are sort of separate from this COVID-19 epidemic? That is an extremely important element of any reopening and of our healthcare capacity. Of course, while we are dealing with a massive COVID-19 crisis, there are still people who need surgeries, who are facing difficult treatments, who need to access our healthcare system for other reasons. And that is why part of the frameworks agreed to by the provinces and the federal government includes healthcare system capacity, not just to handle a potential resurgence of COVID-19, but how to handle the regular needs of patients who are dealing with health issues that are not COVID-related. Okay. On sait que même dans un moment de COVID-19 où on a des défis énormes de capacité potentielle de notre système de la santé, nous avons aussi des gens qui ont besoin de traitements, de visites à l'hôpital, de situations d'urgence et nous devons d'assurer une capacité pour eux. C'est pour ça qu'à l'intérieur du gabarit proposé, des mesures, des principes proposés par les provinces et le gouvernement fédéral comme principe de base par rapport à la rouverture de l'économie, nous devons d'assurer que non seulement il y a une capacité dans notre système de la santé pour répondre à une résurgence de la COVID-19, mais pour répondre aussi aux urgences médicales et aux traitements médicaux qui sont nécessaires dans la population. Merci beaucoup.